en direct, vous assistez à une manifestation des observatoires. Et c'est Nathalie Théiot qui va prendre la parole. Bon, j'enlève quand même mon casque parce que ça fait chaud. Hein. Le 17 mars dernier, les observatoires des pratiques policières et des libertés publiques ont reçu l'un des 6 prix. Vous l'avez entendu lors de la première journée, puisque le Forum civique européen en a déjà parlé. Et ils ont reçu l'un des 6 prix de la fierté citoyenne qui a été décerné pour l'année 2021 par le Forum civique européen. Alors ce prix a été délivré en présence d'un membre du Parlement européen, M. Pietro Bartolo, une représentante de l'ONU, la représentante de l'ONU auprès de l'Union européenne, qui est Birgit Van Hout, et Vera Joukova, vice-présidente de la Commission européenne. Donc vous voyez, vous mesurez que c'est un prix auquel les grandes institutions internationales ont accordé du crédit et donc par rapport à notre travail. Alors pourquoi une telle distinction? Nos observatoires, c'est vraiment mauvais comme son, c'est affreux. Ça va ou pas? Sans toucher, sans toucher. Donc, pourquoi une telle distinction? Ouais, c'est mieux. Nos observatoires se sont donnés pour mission de défendre la liberté de manifestation comme mode d'expression collective qui est absolument essentiel dans une démocratie. Et je vais citer Danielle Tartakovsky, qui est une historienne qui analyse les mouvements sociaux depuis le 19e siècle, enfin du 19e siècle jusqu'à nos jours, et qui dit à ce propos que la manifestation est la forme la plus simple de référendum d'initiative populaire. Pourquoi? Parce qu'elle permet l'expression d'idées qui cherchent à être incluses dans le débat public ou qui contestent le pouvoir en place, et notamment entre 2 élections. Donc nous exerçons, en étant observateurs pour protéger cette liberté, nous exerçons une mission citoyenne et nous essayons de protéger donc la liberté. Si nous avons été distingués aussi, c'est parce que le Forum civique européen est parfaitement conscient des dangers qui pèsent actuellement sur la démocratie en Europe. Et on pense bien sûr aux États devenus illibéraux de la Pologne et de la Hongrie, mais également à l'affaiblissement des libertés en France. Alors évidemment pas au même stade, évidemment, mais le problème c'est que la France est censée être un des pays de l'Union où la démocratie est la plus avancée. Et donc chaque fois qu'on a une régression dans les libertés en France, ça a des répercussions évidemment sur l'ensemble des pays européens. Et pas forcément seulement dans les pays européens, parce que Maryse Artiguelong et moi-même, nous avons accueilli au siège de la Ligue quelqu'un qui avait demandé à nous rencontrer, qui est un des leaders d'opinion qui ont organisé les manifestations à Hong Kong, et il nous a bien dit à quel point d'abord la France était très regardée par eux, pour voir ce qui se passait, quelles pouvaient être les idées pour améliorer, enfin pour aller vers la démocratie plus exactement. Mais le gouvernement chinois leur a tweeté et leur a répondu que, regardez, en donnant des photos des manifestations, de la répression des manifestations des Gilets jaunes, regardez ce que la France fait, alors de quoi vous plaignez-vous? Donc vous voyez que ça a des répercussions, y compris à l'étranger. Et évidemment qu'on n'en est pas du tout à ce qui se passe dans d'autres pays. Évidemment qu'il n'y a pas de répression avec des tirs à balles réelles comme à Hong Kong, justement, ou comme en Colombie, heureusement. Mais il n'empêche, ou qu'on n'enferme pas aussi, parce qu'il n'y a pas seulement le fait de tirer, mais il y a aussi le fait d'emprisonner les manifestants en masse, comme ça a pu se passer en Russie récemment. Mais il n'empêche qu'en France, la liberté de manifester est de plus en plus entravée.
Et donc, nous avons décidé de documenter les choix de maintien de l'ordre, parce que ce n'est pas que des problèmes de bavure policière, non, c'est tout un système qui est mis en place, c'est une politique qui est déterminée par le gouvernement, et donc nous avons décidé de documenter et de rendre visibles les dérives autoritaires du pouvoir et son emploi problématique de la force, ainsi que de la criminalisation des manifestants. En résumé, nous exerçons un contre-pouvoir citoyen. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez là? Là, c'est mieux. Donc aujourd'hui, il existe, comme vous allez bientôt le voir apparaître sur la carte, une quinzaine d'observatoires répartis sur l'ensemble du territoire français et auxquels la LDH est partie prenante. Donc vous pouvez notamment trouver toutes leurs coordonnées sur le site dans l'onglet Observatoire si ça vous intéressait par exemple. Donc on a des pratiques qui diffèrent inéluctablement puisque d'une part on a une composition qui est riche et diverse, mais on a aussi des singularités liées au territoire, aux politiques de maintien de l'ordre, etc. En revanche, il y a quelques règles sur lesquelles on s'accorde. Donc il y a 3 règles principales. D'abord, on est d'accord pour ne pas participer à la manifestation. Ensuite, on est d'accord pour ne pas s'interposer entre les manifestants et les forces de l'ordre. Et enfin, on a fait le choix d'être identifiable, notamment pour finalement être en capacité d'être protégé par les textes internationaux. Et il y a une particularité que j'aimerais mentionner, c'est que les observatoires finalement attirent beaucoup de jeunes adhérents, et notamment des primo-militants, parce qu'ils offrent une visibilité aussi à la Ligue des droits de l'homme et un engagement peut-être un peu différent. Et régulièrement, on a de nouveaux adhérents qui viennent nous voir directement sur le terrain et qui cherchent à s'engager au sein des activités de la Ligue par ce biais. Vous m'entendez ? Super. Donc à quoi sert-on lorsque nous sommes présents en observation sur les manifestations ? Je vais vous donner 2 exemples, un exemple où on est en présent et un exemple où on n'est pas présent. Et on essaiera de tirer un peu de conclusion sur ça. Là, c'est bon ? C'est mieux ? Le contexte rennais, c'est une... Alors, je fais partie d'Orlib, l'Observatoire rennais. Le contexte rennais, c'est une politique de maintien de l'ordre anti-jeunes. En novembre 2021, observation d'une manifestation climat avec une ambiance familiale. Les ELI, équipes de liaison et d'information en tenue civile avec brassard identifiable, viennent à notre rencontre en début de manif pour nous dire que leur objectif est que tout se passe bien. La manifestation se déroule dans le calme. Un moment de tension lorsqu'un groupe de jeunes issus d'une seconde manifestation se confronte au dispositif des forces de l'ordre qui verrouille l'accès au centre historique de Rennes. Fin du parcours, le LI revient vers nous. Ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. C'est notre objectif. Il faudra le dire à nos supérieurs. Non, nous ne sommes pas des distributeurs de bons points. C'est normal que ça se passe bien. C'est un droit de manifester en sécurité. La gestion quand nous ne sommes pas là. 19 juin 2021. La rave party de Redon. Symptomatique de la politique anti-jeunes dans notre région.
Bien sûr, une rave, c'est illégal. Elle ne s'est pas déclarée, elle est sur un terrain privé. Mais c'est le principe de la rave. Eh oui, c'est culturel, voilà. Voilà. Alors bien sûr, alors je l'ai déjà dit, la gestion c'est la gestion par les forces de l'ordre qui pose cette question. Violence et disproportion. Le préfet fait intervenir l'antenne nantaise du GIGN et à 2h45, Alban, 22 ans, a la main arrachée par une grenade de type GM2L, dont Marc vous parlera des différents outils utilisés par les forces de l'ordre. À 2h53, donc 5 minutes après, les forces de l'ordre sont informées de cet accident grave, mais empêchent les pompiers d'accéder à la victime. Alban ne sera pris en soins que 2 heures après. 2 heures, une main arrachée. L'enquête préalable, bien qu'alimentée de rapports accablants, est classée sans suite par le procureur, au prétexte que les forces de l'ordre n'auraient pas pu garantir la sécurité des pompiers à cause des affrontements violents. Je rappelle, affrontements violents initiés par les forces de l'ordre elles-mêmes. Quel cynisme! Alors notre présence participe-t-elle à la désescalade et à terme à une prise de conscience que la seule voie possible du maintien de l'ordre est la désescalade? Les Anglais pourraient nous en parler. Je fais ici référence à l'histoire récente au Stade de France. Je vais essentiellement vous parler du rôle de la brigade anticriminalité appelée BAC. Nantes, le 21 septembre 2017. Nous observons la manifestation contre la loi travail, mais nous ne sommes pas là pour voir un militant CGT jeter une canette vers les policiers. Des policiers de la BAC vont intervenir ensuite pour l'interpeller alors qu'il est prêt à partir dans la camionnette du syndicat. Les militants sont violemment frappés à coups de matraque à l'intérieur du véhicule. La procédure dite de neutralisation est celle utilisée pour les affaires de banditisme. Rapidité, sidération par usage de coups et de cris, immobilisation. Nous allons relater ces faits dans un rapport suite au recueil de témoignages auprès des militants syndicaux et à l'observation de procès. C'est-à-dire que nous allons non seulement utiliser l'observation directe, mais aussi le recueil de témoignages. En fait, ce fut notre première observation du rôle de la BAC dans les manifestations, tout au moins le plus significatif. Mais c'est loin d'être le dernier. En fait, leur présence dans les manifestations, en fait mobile, toujours agressive, s'est faite de plus en plus visible, provoquant peur, rejet et agressivité de la part des manifestants. Du rôle d'interpellation, qui les a fait connaître avant dans les quartiers populaires, ils sont passés progressivement à un rôle central dans le maintien de l'ordre, usant largement des armes au premier plan desquels, évidemment, les lanceurs de balles de défense, dites LBD, pour intimider, terroriser et blesser. Là, je fais une parenthèse, parce qu'il a été dit que j'allais parler des armes, mais je ne vais pas m'y étendre. J'ai simplement rappelé juste 2 ou 3 chiffres pour dire qu'en année 2019, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, il y a eu 19 000 tirs de LBD, 1 400 tirs de grenades lacrymogènes instantanées, 5 420 tirs de grenades de désencerclement, qui sont des grenades qui projettent des plots et qui peuvent aussi blesser grièvement. Donc, ces blessures, vous connaissez un petit peu les chiffres, juste sur une période de 8 mois, 9 mois, ça avait été 318 blessures à la tête, 25 personnes éborgnées, 5 mains arrachées.
Donc en fait, la police est le pays où, qu'est-ce que j'ai dit, non? La France, je me disais, il y a un truc qui ne va pas. La France est le pays où la police est la plus armée d'Europe, il faut le dire, et nombre d'armes de guerre ne sont pas permises en manifestation dans d'autres pays, tout simplement parce que même si, en effet, il y a des règles d'utilisation, en fait, ces règles d'usage ne sont pas respectées. Comme le prouve évidemment le fait que les personnes puissent être éborgnées ou blessées à la tête, alors qu'il est bien mentionné qu'ils ne doivent pas tirer à la tête. Donc les modes d'intervention de la BAC sont repris par d'autres unités, CDI, BST à Toulouse et les Braves, qui ont été fortement documentés par l'Observatoire parisien. Le débordement des forces de l'ordre de leur manifestation des Gilets jaunes du 17 novembre 2018, il a conforté le gouvernement dans un changement dit de doctrine. En fait, c'est l'abandon de la logique de mise à distance pour une approche volontairement interventionniste, utilisant les forces mobiles et permettant une répression à la fois plus ciblée et plus violente. Et donc c'est cette logique, en fait, qu'a entériné le schéma national du maintien de l'ordre en affirmant la nécessité, je cite, d'une plus grande réactivité et mobilité en recourant à des unités spécialement constituées. Donc, sous couvert de cibler ces éléments violents, cette logique a infusé et conforté les forces de l'ordre dans une approche escalade de la violence aussi des manifestants qui sont vus de l'autre côté comme des ennemis, quoi. C'est une logique de guerre. Les idées d'extrême droite, en parenthèse, ont aussi gangréné la police, qu'il faut évidemment prendre en compte. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Comme le mentionnait l'Observatoire toulousain, qui n'est pas là aujourd'hui avec nous, mais qui est très actif sur le territoire de Toulouse, en juillet 2021, la logique du repérage puis de l'interpellation en live, comme on dit, reste d'actualité avec tous les dégâts collatéraux que cela produit. Cette interpellation directe qu'on a vu en fait pratiquer et qui permet de couper en fait les manifestations pour aller interpeller des personnes à l'intérieur, et le fait même d'intervenir comme ça désorganise à la fois les manifestations et provoque évidemment des réactions violentes, mais aussi des réactions de peur qui participent au fait qu'il y ait de moins en moins de manifestants qui puissent s'exprimer. Donc, dans de nombreuses affaires de violence policière, on retrouve la BAC. À Lyon, mise en cause en 2022 d'un membre de la CDI pour un tabassage au sol, Mais, en fait, pour terminer, ce sont des événements autres que les manifestations protestataires qui éclairent pour le grand public l'impasse de cette approche. La mort de Steve lors d'une rave-party à Nantes, la rave-party aussi à Redon dont il a été question, et évidemment, dernièrement, le gazage des supporters anglais au Stade de France. On voit bien que cette logique agressive est nécessaire, il est nécessaire de la documenter, il est nécessaire de l'observer pour obtenir peut-être dans l'avenir des changements et peser pour qu'il y ait un changement, pour qu'on obtienne une police qu'on peut appeler républicaine. On me fait signe qu'il faut que j'arrête, et c'est juste. Et une police républicaine, et que les policiers deviennent des gardiens de la paix, ou redeviennent des gardiens de la paix. Alors on m'a demandé de vous parler des raisons pour lesquelles on cherche à objectiver ce qui se passe. Je crois que c'est très en lien avec la notion même d'observatoire. À la Ligue, l'observation, c'est normal. L'observation des libertés, c'est tout le temps dans toutes les sections, sur tous les sujets sur le territoire. La particularité des observatoires, c'est d'objectiver ce qu'on constate sur le terrain pour en faire des rapports.
Alors pourquoi des rapports? Nous, à l'Observatoire girondin des libertés publiques, quand on s'est lancé en 2018, on a un préfet dont vous ne connaissez pas encore le nom à l'époque, dont on apprend qu'il est quand même un petit peu dur. C'est pas un sympathique. Et on se dit qu'il est absolument nécessaire d'aller observer ce qu'il va faire. Ce préfet, c'est Didier Lallemand. Il arrive et c'est au moment des Gilets jaunes. Et à ce moment-là, on se dit il faut absolument... Évidemment, on va observer ce qui se passe en manifestation de Gilets jaunes. Et évidemment, il se passe ce qui se passe à partir du 1er décembre 2018 et ensuite en suivant avec des mains arrachées, des personnes mutilées, etc., etc. Vous connaissez l'histoire. Et à ce moment-là, nous, on alerte, on fait des communiqués de presse, on fait des courriers à la préfecture. Évidemment, ça n'a aucun impact. Aucun impact. Et c'est là où on se dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose, on fait un rapport. Au bout de 3 mois, on le sort assez rapidement, on fait ce rapport, où on objective ce qui se passe. Et on peut avoir, il y a différents types de rapports qui peuvent se faire. Nous, on analyse la doctrine du préfet Lallemand, qui est une doctrine qu'on qualifie directement d'une volonté politique de dissuasion, une volonté politique de dissuasion de manifester. Et ce rapport, il permet d'identifier et de travailler pour comprendre comment les choses se sont mises en place pour qu'il y ait une telle politique de dissuasion. Ce rapport, il va être publié ensuite dans Mediapart et il va être un des premiers éléments contre Didier Lallemand. Didier Lallemand, ces rapports aussi ils sont extrêmement importants dans le rapport de force en fait, politique et public et médiatique. C'est ça à quoi servent ces rapports. Et il y a un cas emblématique, c'est le 16 novembre 2020 à Paris, à l'époque où j'étais aussi, on fait un rapport sur ce qui se passe lors des 1 an des Gilets jaunes. Je ne vous refais pas ce qui se passe place d'Italie, mais c'est pareil, des blessés graves, les personnes enfermées nassées sur la place d'Italie qui est gazée à fond, les gens sont enfermés dans un endroit où ils sont gazés, je ne vous dis pas ce que c'est en termes de dignité humaine. Et nous produisons un rapport qui dénonce ce qui s'est passé et qui établit un peu les faits de ce qui s'est passé, de comment la sauce est montée pour enclencher en réalité l'explosion de violence qu'a été cet épisode. Et ce rapport a convaincu les organisateurs de la manifestation, Fawzi Lelouch et Priscilla Ludowski, à déposer plainte contre Didier Lallemand pour interdiction, pour atteinte à la liberté de manifester et privation de liberté par personne dépositaire de l'autorité publique. Donc nos rapports, ils peuvent avoir un impact même sur les personnes qui sont les premières concernées pour qu'elles se décident à agir. Donc c'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, il est absolument nécessaire qu'on fasse ces rapports d'objectivation. Il y a des choses qui sont détaillées, qui sont précises, qui sortent déjà un peu dans la presse, et nous devons contribuer effectivement à aller encore plus loin dans la connaissance précise, exacte de ce qui se passe, parce que nous produisons aussi le rapport de force médiatique. Quand nous sortons des choses, alors les médias, plus nous en sortons, plus les médias sont obligés de regarder. Et donc c'est là où c'est très important que nous fassions ce travail, parce que sur les violences policières, l'État ne laissera jamais faire des critiques, ne les laissera jamais passer, n'en tiendra jamais compte si nous ne le poussons pas, si nous ne le forçons pas, si nous n'y allons pas au forceps. Et je crois que les observatoires ont toute leur place et nous sommes très attendus par les gens, sur le terrain et par les journalistes pour objectiver ce qui se passe, et c'est très important que nous continuions et que nous le fassions. En 2019, la nasse de la station de métro Villejean-Université reste une douloureuse expérience. Les jeunes étudiants revenaient de manifestations en centre-ville. Les images et témoignages étaient parlants. Un quai, véritable champ de bataille. Sacs à main et chaussures abandonnées. C'est suite aux sollicitations d'étudiants et d'avocats que nous avons créé l'Observatoire. On entend, ouais. À propos... Pardon. Qu'est-ce qu'il y a?
Je vais faire attention. À propos des NAS, il y a eu une première victoire devant le Conseil d'État il y a 1 an, grâce à une action portée notamment par la Ligue des droits de l'homme et grâce aux travaux des observatoires, qui a permis, entre autres, de faire en sorte que le Conseil d'État annule une disposition du schéma national du maintien de l'ordre qui avait été publié par le ministère de l'Intérieur quelques mois auparavant. Et parmi les annulations du Conseil d'État, il y en a une qui portait sur le recours à la technique de la NAS ou de l'encerclement tel que c'était énoncé dans le schéma. Parce que le Conseil d'État a dit que priver des gens de liberté comme ça demandait un cadre un peu plus strict et le schéma était trop flou. Du coup, il y a une deuxième version du schéma qui est sortie il y a quelques mois et qui est en fait encore plus floue, puisque la version dit que l'encerclement peut avoir lieu dès que ça permet d'éviter le recours à des techniques de maintien de l'ordre pouvant présenter des risques supérieurs et qu'on va pouvoir laisser les personnes sortir dès que les circonstances de l'ordre public le permettent. Voici les obligations qui sont énoncées pour le recours à la NAS. Donc il y a une nouvelle action qui va être menée. Et plus généralement, on a mené aussi à l'Observatoire parisien un travail sur tous les dispositifs d'encerclement des manifestations, un peu comme ce qu'on voit là sur les photos. C'est-à-dire que c'est des manifestations qui avancent entièrement encerclées par les forces de l'ordre. Alors souvent, les gens peuvent sortir. Par contre, les gens ne vont pas avoir le droit de rester à manifester du mauvais côté de la ligne de police. C'est-à-dire que si les gens sont sur le trottoir et suivent, là, les policiers vont leur demander de re-rentrer dans le cortège. On a vu même un jour en observation des manifestants qui voulaient distribuer des tracts aux passants et ça leur a été interdit par les policiers puisqu'ils devaient re-rentrer du bon côté de la ligne. Alors, en fait, c'est un peu des dispositifs de mise en capsule où c'est donc la police qui décide de l'extension spatiale du cortège et aussi du rythme de la progression du cortège. On voyait bien que ça posait un vrai problème, ces dispositifs, même s'il n'y avait pas, comme sur les NAS, des restrictions à la liberté d'aller et venir, puisque là, on pouvait sortir du dispositif. Par contre, ce qu'on voyait, c'est que ça portait atteinte au droit de manifester, parce qu'une manifestation qui est encerclée ainsi, elle est un petit peu comme vidée de sa substance. Donc, on a réfléchi, on a produit un rapport là-dessus et on s'est rendu compte qu'il y avait au moins 3 points qui étaient essentiels, qui faisaient partie des manifestations, enfin 3 points caractéristiques des manifestations et qui sont réprimés, voire même inversés lorsque la manifestation est encerclée, comme on le voyait sur les photos. D'abord, le fait que la manifestation, on l'oublie peut-être un peu parfois parce qu'on a tendance à entendre que la démocratie, ça se fait que dans les urnes et qu'une fois que... Enfin, on entend beaucoup de discours qui vont décrédibiliser l'action manifestante en disant le vote a été fait, pourquoi est-ce qu'ils vont dans la rue? Mais effectivement, dans la manifestation, il y a un côté démonstration de force parce que c'est souvent le fait de gens qui considèrent qu'un rapport de force politique défavorable à étouffer leur voix ou à invisibiliser leurs intérêts. Et donc, ils vont descendre dans la rue pour essayer de modifier ce rapport de force et simplement pouvoir reprendre la parole. En fait, souvent, à une manifestation, peut-être plus que le message qui est concrètement porté, le vrai message, c'est surtout « entendez-nous, on est là » et la manière dont les choses se sont décidées est injuste. Donc, la manifestation, elle doit servir à bouleverser un rapport de force qui est défavorable. Et de ce point de vue-là, c'est une garantie démocratique indispensable si on considère que la démocratie, c'est un régime qui doit permettre justement de bouleverser les rapports de force politiques et qui ne doit pas figer une situation. Un régime démocratique, il doit prévoir le fait que des gens puissent considérer qu'il y a une injustice qui a été faite à leurs intérêts et que donc ils vont descendre dans la rue pour faire pression, en fait. C'est vrai que ça met la pression, mais c'est le but, sauf que quand la manifestation est encerclée, la démonstration de force, elle est inversée. Cette fois-ci, c'est une démonstration de force de la part du pouvoir exécutif qui réprime complètement la manifestation, et donc le sens est renversé. Le deuxième point et le troisième point qui vont être plus rapides, mais le deuxième point, c'est que pour s'imposer comme ça, il faut aussi que les gens se constituent comme un sujet politique collectif, et c'est ça que permet la manifestation, qui est un moment d'empouvoirment ou d'empowerment. Enfin, c'est un concept anglo-saxon au départ, mais l'idée que les gens vont comme ça être les sujets de leur action en menant une action ensemble, sauf que quand ils sont encerclés par les forces de l'ordre, ils sont au contraire complètement dépossédés de leur action. En plus, quand il y a un encerclement, les forces de l'ordre sont très proches des gens. Souvent, les manifestants sont collés au bouclier. On a donc
des policiers qui sont comme ça en armure, porteurs d'armes lourdes, dont on sait qu'ils risquent de les utiliser, puisqu'ils les utilisent souvent. Donc c'est très intimidant et ça va contraindre les manifestants à se soumettre. Et au lieu d'être sujets au sens de sujet d'une action, ils vont être sujets au sens où ils ont été assujettis par la police. Donc il y a ce renversement complet. Et puis enfin, une manifestation, elle se veut revendicative, ça doit être un appel au public, mais il faut encore que les manifestants aient accès au public. Or, le encerclement... et c'est vraiment très courant, hein. Maintenant, à Paris, les manifestations sont quasiment systématiquement encerclées. Avec un encerclement, il y a une double séparation, une séparation physique, comme je vous le disais, les manifestants peuvent même plus tracter auprès des autres. Et puis une séparation physique, parce que du coup aussi, l'espace public est divisé entre un espace pour les passants, un espace pour les manifestants, etc. Et puis il y a une séparation qui est symbolique, parce que ça donne quand même une impression inquiétante quand des passants voient comme ça une manifestation encerclée par les forces de l'ordre. Ça donne l'impression que c'est un cortège de prisonniers, ou qu'il y a quelque chose de dangereux qui va se passer et qu'il y a une situation qui est explosive. Et donc, avec l'encerclement, vous voyez, il y a un renversement complet, puisque la manifestation qui devait avoir les faveurs du public pour menacer un pouvoir devient menaçante pour le public et menacée par le pouvoir. Donc une manifestation ainsi encerclée, en fait, c'est peut-être plus vraiment une manifestation. Et l'exécutif ou les préfectures peuvent prétendre que le droit de manifester est respecté puisque le cortège va de son point de départ à son point d'arrivée, mais en fait, ce ne sont plus des manifestations. On pourrait encore ajouter à ça simplement rapidement que l'État, normalement, il a pour obligation de faciliter l'accès aux droits, et que là, quand les gens voient des manifestations comme ça ne leur donne pas envie d'aller manifester parce que c'est terrifiant. Une autre action qu'on mène grâce aux observatoires, c'est celle de faciliter l'accès au droit, qui constitue finalement également un moyen de lutte contre l'arbitraire policier et un outil pour les citoyennes et les citoyens de défense de leurs propres droits. Il y a d'abord un guide pratique du manifestant qui est sur le site de la Fédération de Paris, que vous pouvez trouver dans le guide Manifester. Enfin, le lien est dans le guide. On a entrepris également de créer et de diffuser ce qu'on appelle des points droits, chaque fois qu'il nous a semblé nécessaire d'éclaircir une question juridique. Et ça a souvent résulté de nos propres observations sur le terrain. Par exemple, on a créé une fois un point droit qui éclaircissait la pratique des policiers consistant à exiger le retrait de tout un signe politique, de badge, de ranger les banderoles pour pouvoir quitter le lieu de la manifestation et le dispositif de maintien de l'ordre. Et on a expliqué, par des arguments juridiques clairs et accessibles au grand public, qu'il s'agissait de pratiques qui étaient contraires à la liberté d'expression et qu'ils pouvaient, en tout cas s'ils le souhaitaient, s'opposer à cette exigence. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, lors de la marche des fiertés qui a eu lieu à Rennes, il y a une militante à qui on a demandé de retirer son sac qui était arc-en-ciel parce qu'on considérait qu'il s'agissait d'un symbole politique. Le dernier point droit qu'on a publié, ça a été celui aussi relatif à l'interpellation préventive d'une personne qui ne peut plus alors participer à la manifestation puisqu'elle n'en a pas eu l'occasion. Mais de façon à élargir cette accessibilité du droit et sa diffusion, on a décidé très récemment de créer des capsules vidéo de façon à rendre le propos plus intelligible aussi. Et donc vous allez voir dans quelques instants l'un des exemples, je crois que c'est la première d'ailleurs, qui sera diffusée. Alors le RIO, c'est le référentiel des identités et de l'organisation. C'est 7 chiffres qui permettent d'anonymiser le fonctionnaire de police ou de gendarmerie tout en permettant de l'identifier
En cas de besoin, il y a une enquête. C'est un matricule d'identification individuelle qui est absolument obligatoire. Les fonctionnaires de police ou de gendarmerie qui interviennent en civil doivent également le porter sur leur brassard. Donc la loi oblige les policiers et les gendarmes à porter ce RIO. L'Observatoire a pu constater qu'il y avait un non-port ou une dissimulation du RIO qui est quand même très récurrente. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que l'IGPN, l'Inspection générale de la police nationale, qui est censée enquêter sur les abus qui peuvent être commis par des fonctionnaires de police ou de gendarmerie, ne s'est jamais saisie de la question. Donc aujourd'hui, c'est impossible en fait d'identifier un fonctionnaire de police ou de gendarmerie qui ne porte pas son RIO. Donc on se retrouve avec des personnes victimes qui peuvent porter plainte, mais dont l'enquête n'aboutira pas, puisque en général, ça ne s'accompagne pas forcément d'une vidéo, puisque la personne a subi un choc ou une agression. Et donc, dans ces cas-là, il n'est pas possible d'identifier la personne qui a causé du tort aux manifestants. La dissimulation du RIO, elle est contraire au droit français, au code de la sécurité intérieure, mais surtout et aussi au droit international. Ça peut contrevenir en fait aux articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui traitent du droit à la vie ou de l'interdiction de causer des traitements inhumains et dégradants. Et en fait, cette absence d'identification, elle va nuire à l'obligation de mener une enquête effective. Alors aujourd'hui, ce qu'on recommande, même si le dire est plus simple que la pratique, c'est donc de demander aux fonctionnaires de police ou de gendarmerie de montrer son RIO, ou en tout cas de le donner, d'accompagner cela d'une photo ou d'une vidéo. Vous pouvez donc témoigner, par exemple, auprès de l'Observatoire. Et si vous voyez que cette pratique est récurrente et que vous avez des preuves, parce qu'en fait, il faut des preuves de ce non-port du RIO, dans ce cas, il est possible de saisir le défenseur des droits. Pour... Pardon. Ouais. Excusez-moi. Vous m'entendez? Ah, ouais, ok. Là, c'est bon? Ouais. Alors, lutter pour la liberté de manifestation, c'est aussi prêter attention aux arrêtés d'interdiction de manifestation. Dans nombre de villes, les préfets interdisent les manifestations dans le centre, alors que la Cour européenne des droits de l'homme rappelle l'importance que le message porté puisse être vu et entendu, ce qui est rarement le cas dans les périphéries. Cela a alerté la section de Nancy, par exemple, et l'Observatoire toulousain a listé sur un an toutes les interdictions de manifestation, tous les samedis en centre-ville. La Ligue s'est associée à de très nombreuses organisations pour dénoncer cet abus de pouvoir, avant d'envisager un recours à venir. Alors, nos travaux d'observation servent aussi à pouvoir documenter pour des plaidoyers de la Ligue auprès de l'ONU. Je ne vais pas détailler vu l'heure, mais vous en trouvez un exemple dans le guide Manifester. Et bien sûr, nos travaux, comme on l'a dit, sont cités dans de nombreuses revues et journaux. Et de ce fait, la LDH est reconnue comme étant experte dans ce domaine. Et nous travaillons aussi à faire reconnaître en droit français le rôle des observateurs, parce qu'il y a de la protection au niveau du droit international, mais évidemment la France n'applique pas. On l'a vu dans la vidéo sur le fait qu'il y ait des poursuites bâillons qui ont été faites contre une observatrice, en l'occurrence Camille Allu. Mais nous avons aussi des cas d'observateurs qui sont ciblés parce que justement ils dérangent, parce qu'ils filment, parce qu'ils sont observateurs. Mais c'est celui qui est bien filmé et surtout rapide. Alors, justement, dans le prolongement des techniques de maintien de l'ordre lors des manifestations, on a observé qu'il y a une forme d'extension par capillarité à d'autres types d'interventions des forces de l'ordre, et notamment les évacuations de campements de migrants, donc, qui ont donné lieu à la suite d'observations réalisées entre l'Observatoire de Paris et l'Observatoire de Seine-Saint-Denis à des rapports d'observation qui ont alimenté une saisine du défenseur des droits.
Et on a notamment observé dans des conditions très compliquées sur une durée très longue l'utilisation là aussi des NAS complètes pour encercler. Alors évidemment, l'intervention des journalistes dans le cadre de la NAS était très complexe, donc des entraves à la liberté d'informer, une privation d'accès aux besoins vitaux pendant une durée très longue. Donc là, par exemple, en novembre 2020, l'évacuation a duré 11 heures. Voilà, c'est ce qu'on a constaté pour des personnes qui sont en situation de grande vulnérabilité, et alors que l'objectif de l'évacuation est normalement une mise à l'abri, de l'aveu même de l'arrêté publié par la préfecture de police. Et ensuite, donc, une privation d'accès aux effets personnels, destruction de biens. Voilà. Et ensuite, de graves violences à la fin de la mise en place du dispositif, avec des NAS d'escorte qui ont été évoquées, et de graves violences où en fait les personnes qui n'ont pas pu être évacuées dans les cars qui étaient prévus pour être mises à l'abri et hébergées ont été simplement évacuées et dispersées dans le quartier de la Plaine. On souhaitait aussi vous parler d'une autre action qu'on mène là, qui vient un peu de naître sur Calais. Donc voilà, dans la continuité de ce que disait Lionel sur la question de l'accueil des exilés, ou en tout cas comment on traite les exilés sur notre territoire. Donc grâce au délégué de la région des Hauts-de-Seine, Alain Van Troyes, et de la présidente de la Fédération du Pas-de-Calais, Jeannette Vaillant, un observatoire du Pas-de-Calais a pu être créé. C'est une demande qui nous avait été faite par les associations travaillant à Calais, comme Utopia 56, ou encore l'Auberge des Migrants, ou encore l'observatoire qui se trouve sur Calais, qui s'appelle HRO, donc Human Rights Observatory. Cet observatoire est en réalité animé uniquement par des observateurs et observatrices de Paris et du 93. Il intervient donc ponctuellement, mais le congrès a été l'occasion qu'on rencontre nos copains de la région des Hauts-de-France, notamment de Dunkerque, notamment Bernard Champagne, le président de la section de Dunkerque, et on lance un peu un appel aux gens des Hauts-de-France qui voudraient rejoindre, du littoral, qui voudraient rejoindre ces observations. Donc on vient vraiment en soutien à l'observation des expulsions des lieux de vie des migrants, car les associations locales sont entravées dans leur mission. Donc l'observatoire qui est sur place, Human Rights Observatory, témoigne qu'en 2021 a été marqué par l'augmentation des intimidations des bénévoles par les forces de l'ordre durant les expulsions. Par exemple, ils sont filmés par les téléphones portables des agents, ce qui est bien sûr absolument illégal. Ils sont empêchés de s'approcher pour observer. Donc le périmètre de sécurité arbitraire mis en place par les forces de l'ordre est toujours très vaste. Donc une fois de plus, on est entravé, empêché d'observer. On voit aussi qu'il y a beaucoup d'amendes qui sont données pour stationnement gênant, alors que c'est autorisé. Enfin voilà, il y a un certain nombre de choses qu'on a pu observer avec eux et qu'on pense que c'est important que la Ligue soit partie prenante de dénoncer cela. Donc on voit que les expulsions de ces lieux de vie informels, ils se déroulent de façon absurde, puisqu'il s'agit généralement de déloger les migrants le temps de l'intervention policière, avant qu'ils ne se réinstallent. Mais cela génère de l'insécurité permanente, les tentes sont soit détruites, soit remises en recyclerie. En 2021, donc HRO dénombre 1287 expulsions de lieux de vie des exilés et 10 121 tentes et bâches saisies. Au mois d'avril 2022, il comptabilise 127 expulsions et 219 tentes et bâches saisies. Ces expulsions se déroulent soit toutes les 48 heures, soit toutes les 36 heures, le matin ou l'après-midi de façon aléatoire. Ces expulsions prennent des formes juridiques que Nathalie nous détaillera si vous le souhaitez plus amplement, dans la plupart des temps permettant d'éviter des procédures comme informer les personnes sur le camp, dans leur langue, qu'elles vont être expulsées, de pouvoir faire un diagnostic social, de faire des propositions d'hébergement. Les exilés sont souvent surpris par les opérations d'évacuation. L'Auberge des Migrants constate que les mises à l'abri restent rares rapportées aux opérations d'expulsion. Ce harcèlement est censé décourager les exilés, mais il ne fait que créer des conditions inhumaines de vie. La cabane juridique, qui était l'instance associative qui menait ce combat juridique sur place,
Ayant fermé, il a été lancé un appel à la LDH pour tenir même ponctuellement une permanence pour les migrants qui voudraient rester en France dans les demandeurs d'asile. Là encore, nous espérons que des ligueurs et des ligueuses du Pas-de-Calais puissent venir renforcer cette équipe pour mener ces observations. Oui, j'ai redemandé la parole parce que je voulais quand même dire une chose par rapport à tout le travail qui est fait. On voulait particulièrement remercier le travail qui est fait par Nathalie Théiot de coordination des observatoires et de création de beaucoup de ces observatoires. Et donc, juste pour terminer avec tout ce qui a été dit, donc je représente la section de Strasbourg et c'était pour annoncer que tout à l'heure, vous avez vu une carte avec plein d'observatoires en France et qu'il allait bientôt avoir un nouvel observatoire à Strasbourg du fait que justement on a pu constater les mêmes choses que tous les ligueurs et ligueuses ont pu énoncer depuis tout à l'heure, notamment avec toutes les manifestations contre la loi sécurité globale et les entraves à la liberté de manifester à ce moment-là. Et du coup, en tant que membre de la section de Marseille, j'en profite également pour annoncer la création future de l'Observatoire des pratiques policières à Marseille. Voilà, qui se concentrera sur les manifestations, mais aussi essaiera bien sûr de créer des liens avec les associations dans les quartiers nord, car il y a un énorme travail à faire. Et voilà, on essaiera de créer des passerelles au maximum. Et pardon pour le retard.